Et nous revoilà en live pour reprendre cette semaine de stage virtuel dont je vous propose, comme je vous l'ai dit ce matin, de faire un petit live métier, donc à comprendre interview de professionnels. Et il s'agit d'aujourd'hui de Guillaume qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je vous ai un petit peu spoilé le nom de son métier. Est-ce que vous avez eu le temps de faire des petites recherches pour comprendre ou non? N'hésitez pas à nous dire. Alors, on ne kiffe pas, on adore, dit Adam. Je pense que tu parlais de la musique. Effectivement, j'ai l'impression que ça vous plaît pas mal. Je ne sais pas si Loïc a mis One Piece comme je lui ai demandé. Yes, trop bien. Bon, bah super, il a mis One Piece. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de demander Jojo. Franchement, je suis choquée. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui aimaient cet animé. Donc, je suis contente aussi de voir que les animés reviennent en force. Et ça, c'est bien, c'est cool. On est content. Ok, donc j'attends tous vos commentaires pour avoir un peu une idée sur quel est le métier d'aujourd'hui. En attendant, effectivement, on est toujours dans le numérique, donc dans ce domaine qui ouvre plein de voies et de nouveaux métiers. Vous l'avez compris, maintenant, ça fait quand même 1, 2, 3, 4. On est déjà au 4e jour du stage de seconde. Et je vois que vous êtes en forme, donc ça fait forcément très plaisir. Écoutez, je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, il s'affiche. On va commencer à voir en quoi consiste le métier du pro. On verra un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. On comprendra quel est son parcours, ce qu'il préfère dans la vie et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Enfin, on terminera avec clichés et anecdotes. Et bien écoutez, vu que vous avez l'air de tout bien comprendre, je vous propose qu'on rencontre tout de suite le pro d'aujourd'hui. Il s'agit de Guillaume. Bonjour Guillaume, comment est-ce que tu vas? Bonjour, très bien, et toi? Moi très bien, je suis très contente d'être avec toi ce matin pour parler un petit peu de ton métier. Alors comme je l'ai expliqué aux jeunes, ton métier a un intitulé en anglais. Est-ce que ça veut dire que tu dois parler en anglais? Alors, aujourd'hui, pas du tout. Il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles, où j'ai postulé, on m'avait dit que c'était un prérequis. Et il se trouve que là, je suis dans une entreprise où c'est pas le cas. Donc, voilà. Ça va vraiment dépendre de où ça va être exercé. C'est rassurant si on parle pas du tout l'anglais ou si on est très nul en anglais. Tout à fait. Après, par contre, en vrai, dans tous les métiers de la tech, il y a un moment ou un autre, il faut lire de la documentation en anglais. Donc, il faut être au moins capable de se débrouiller un petit peu. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, quand même faire attention, être vigilant sur l'anglais, bien écouter ses cours d'anglais. Mais j'imagine que c'est aussi beaucoup de mots-clés qui reviennent. Donc, au bout d'un moment, enfin, comme un espèce de nouveau monde à découvrir avec des mots en anglais, c'est pas forcément que les cours qu'on va avoir à l'école, non? Tout à fait. Moi, je devais être autour de 9 sur 20 en seconde, première, terminale en anglais. Et ça m'a pas empêché derrière d'arriver à m'en sortir. Donc, trop bien, voilà. t'as remonté la pente. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, ça devrait rassurer certains dans le chat parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient l'autre jour, oui, je sais pas parler anglais ou j'ai du mal à comprendre, j'aime pas l'anglais. Bon, ça peut peut-être un peu vous aider. Et pour se recentrer un petit peu sur ton métier, est-ce que tu peux nous redonner l'intitulé justement en anglais? Continuons. Pour être honnête, en vrai, mon métier, ça dépend. Souvent, j'ai plein d'intitulés différents qui sont donnés. Donc, je sais plus lequel vous avez donné dans le live. Alors, c'était Head... attends, je te le redis. Head of Intelligence Artificielle. Intelligence, voilà. Ouais, ok. Du coup, ouais, à ce niveau-là, effectivement, l'idée, c'est de toute façon, c'est toujours un peu la même idée, c'est que dans de plus en plus d'entreprises, il y a des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Et après, beaucoup d'entreprises en ont besoin. Et du coup, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie, c'est de l'externaliser, c'est-à-dire trouver une autre entreprise qui fait l'intelligence artificielle à sa place. Et il y a une stratégie comme celle de la boîte dans laquelle je suis, qui est qu'on a besoin de l'intelligence artificielle, c'est au cœur du métier. Dans ces cas-là, il faut travailler dessus, c'est-à-dire qu'il y a une équipe d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Et donc moi, je suis responsable de cette équipe-là. Donc à la fois un peu des choix stratégiques et du management des gens qui font de l'intelligence artificielle dans cette équipe. D'accord. Et l'intelligence artificielle, tu vas t'en servir pour quoi dans ton métier? Alors, nous, à EasyPicky, on est une entreprise où on s'adresse à un secteur assez particulier. C'est dans le secteur de la vente en supermarché. Et on s'adresse à des responsables des marques comme Coca-Cola ou Nestlé ou L'Oréal. Et qui, eux, ont besoin de savoir comment sont mis en avant leurs produits dans les supermarchés. Donc, jusque-là, il y
il y avait une stratégie pour eux qui était de le faire à la main, c'est-à-dire ils allaient dans les supermarchés, ils regardaient combien il y avait de bouteilles de Coca et ils comparaient par rapport à la taille du rayon et par rapport à combien de bouteilles de Pepsi pour savoir s'il y en avait plus ou moins que le concurrent, est-ce que les bouteilles elles étaient à hauteur des yeux, etc. Et ça leur permettait de savoir s'ils étaient bien mis en avant et quels étaient les impacts sur les ventes. Et c'est très très long pour eux, c'est-à-dire que en fait, les gens qui font ça sont des commerciaux, leur but c'est de négocier avec les patrons du supermarché, etc. Et ils passaient beaucoup de temps à mesurer des rayons, à faire des choses comme ça. Et ce que nous on fait EasyPicky, c'est qu'à travers une application, on leur permet de filmer très rapidement le rayon et d'obtenir tout un tas de statistiques. Et ensuite, ils vont pouvoir faire vraiment leur métier de commerciaux, c'est-à-dire être capable d'analyser ces chiffres-là, d'aller voir les patrons des supermarchés et de voir comment ils peuvent essayer d'améliorer la façon dont leurs produits sont présentés. D'accord, donc c'est un petit peu une application qui permet un peu de faire la taupe, entre guillemets, d'aller récolter des informations sur les rayons sans avoir vraiment à se déplacer directement. Si, ils se déplacent et ils filment. Ah. Mais c'est juste parce que de toute façon, ils vont voir les personnes qui sont responsables du supermarché, donc ils sont obligés d'aller filmer. Okay. Mais la différence, c'est qu'à la place de passer 1 heure dans le rayon, ils passent 5 minutes. Voilà. Et donc ensuite, ils peuvent c'est un gain de temps énorme. Voilà. C'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme. Ok, trop bien. Tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir voir juste après. Mais là, j'avais une question dans le chat concernant à nouveau l'anglais pour clore un petit peu le chapitre. Il y a Alexandre qui te demandait est-ce qu'il y a un niveau conseillé en anglais pour ce poste ? Aucune idée parce que j'ai jamais passé de niveau en anglais, donc je pourrais pas définir mon propre niveau en anglais. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est effectivement quand on arrive sur une documentation sur Internet, faut voir si on arrive à la comprendre. Et parfois, la traduction de Google Translate, elle ne suffit pas. Voilà. Donc, ok, bon, ça c'est clair. Tu viens de casser tous les plans de nos spectateurs. En vrai, d'ici 5-6 ans, le temps qu'ils sortent sur le marché du travail, peut-être que ça suffira. On ne sait pas. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faut se méfier. Il faut se méfier, c'est la fausse bonne idée. Moi, je sais que j'avais le souvenir, mais c'était en espagnol, c'était pas en anglais. Mais un jour, je devais décrire une image et j'ai honte à moi, mais j'avais pas du tout pris le bon temps pour le faire. Et il avait vraiment 1 heure avant d'aller en cours, j'avais mis sur Google Translate, l'avais mis. Et au lieu de dire l'âne et de dos, j'ai dit les fesses de l'âne. Donc, il faut faire quand même attention à ce qu'on met. Il y a Mathias d'ailleurs qui nous dit trop bien, j'adore l'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même pas mal de personnes qui réagissent et ça fait plaisir. Je vois que vous avez énormément de commentaires et ne vous inquiétez pas, on va les citer, on va y répondre dans quelques instants. Mais avant, je te propose, Guillaume, qu'on regarde un peu les photos que tu nous as partagées parce que tu nous as expliqué ce que tu fais au quotidien et pour quelle intelligence artificielle tu travailles. Mais là, on voit en haut à gauche, du coup, la capture du site internet pour lequel tu travailles. Donc, on voit effectivement les rayons. Est-ce que tu peux nous commenter les photos que tu as ? Ouais, donc effectivement, les photos qu'on voit sur la gauche et celle en bas au centre, effectivement, c'est vraiment ce qui présente un peu mon entreprise et dans quel cadre on utilise l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous, on est au service d'un autre corps de métier. Et la plupart du temps, dans tous les métiers de la tech, c'est un peu ce qui se passe. La plupart du temps, finalement, un informaticien qui travaille dans l'intelligence artificielle, il va repérer un problème qui correspond à une problématique métier la plupart du temps et on va essayer d'aider ces professionnels-là en leur donnant des outils pour automatiser les tâches les moins intéressantes de leur travail. Et en intelligence artificielle, c'est une manière différente de le faire qui permet d'aller plus loin et qui permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec des algorithmes plus classiques. Et donc là, effectivement, les photos sur la gauche, c'est là pour présenter exactement ce qu'on fait. Donc celle en bas à gauche, ça montre bien l'application. Il y a quelqu'un qui passe avec une tablette. Je ne sais pas à quel point on peut bien la voir dans le live, mais ce qui se passe, c'est que sur la tablette, on voit qu'il y a des petits carrés qui sont autour des produits pour indiquer tous les produits que l'intelligence artificielle a reconnus et permettre à la personne qui filme de vérifier en temps réel qu'on reconnaît bien tous les produits qu'on est censé détecter. Ça lui permet de cette manière-là que si un produit n'est pas détecté, il peut juste s'arrêter 1 seconde, se rapprocher un petit peu et le produit sera détecté à ce moment-là. Okay, pour être sûr. Ouais, tout à fait. C'est toujours un point très très important dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va utiliser des algorithmes où c'est très très difficile d'être sûr à 100% qu'ils vont faire exactement ce qu'on veut. Et donc avoir un retour, une validation pour l'utilisateur, c'est toujours quelque chose d'important. Après, il y a la photo... effectivement, il y a la photo en haut à droite, et ça, c'est vraiment ce que je dis, c'est l'informatique et l'intelligence artificielle, c'est toujours mettre des outils au service des humains. Donc, effectivement, là, il y a vraiment la main tendue du robot vers la main de l'humain, et c'est vraiment l'idée que nous, on est là pour aider. On est vraiment là pour aider.
C'est justement Oui. ça m'a fait rire. Dans les commentaires, il y a David qui dit en haut à droite, c'est Michel-Ange. Non, C'est non, bien. non, c'est pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. C'est pas Dieu l'intelligence artificielle. On peut dire que Voilà. c'est une autre forme, en tout cas aujourd'hui dans le monde du numérique, qui révolutionne quand même pas mal nos emplois. Tout à fait, tout à fait. Ça les fait pas mal évoluer. Ça les fait pas mal évoluer. Après, c'est pas. Ça fait des erreurs, c'est pas parfait. Il y a encore des problèmes. Donc c'est. Pour l'instant, ouais, il faut vraiment le voir comme un outil et pas comme quelque chose de trop magique non plus. Faut pas surestimer les capacités de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Voilà. Donc après l'image en bas à droite, effectivement, ben, c'est pour montrer que ce qu'on fait pour que l'intelligence artificielle ça marche, c'est avant tout du code. Donc le code, c'est des outils, c'est des langages à apprendre, mais c'est surtout des façons de réfléchir parce qu'une fois qu'on a la bonne façon de réfléchir, après on peut apprendre n'importe quel outil, n'importe quel langage. La plupart du temps, ça se passe assez bien. Il y a juste un peu de documentation à lire et un peu d'entraînement à avoir, mais il y a des fondamentaux et des façons de penser qu'on obtient à travers les études et un peu en entreprise. Et puis après, au bout d'un moment, on peut effectivement s'adapter à n'importe quel type d'outil, n'importe quel type de langage. C'est ça. Et la dernière photo, donc celle au milieu en haut, je tenais absolument à la mettre. L'informatique et l'intelligence artificielle, bien, il y a 50% de technique, donc il y a 50% de moments où c'est assez technique. On va utiliser des outils assez complexes, des langages assez compliqués pour être capable de créer des programmes qui vont faire des choses assez impressionnantes, si on y arrive bien. Mais il y a 50% d'humains. Aujourd'hui, j'ai traversé énormément de sociétés. J'ai travaillé dans 6-7 sociétés différentes. Et à chaque fois, c'était du travail en équipe. Et ce qui était important, c'était d'être capable, c'était pas d'être capable d'avoir le meilleur code du monde, c'était d'être capable d'intégrer notre code au sein d'une équipe, d'être capable d'interagir avec d'autres personnes, d'être capable de s'intégrer en fait et de créer un programme, de mettre une petite brique dans un programme qui est beaucoup plus grand que ce que nous on crée tout seul. Oui, bien sûr. Et voilà. Et il y a aussi, donc c'est pour ça, c'est énormément de moments où on passe du temps à discuter et à interagir avec d'autres personnes au sein de l'équipe. Et après, effectivement, il y a aussi beaucoup de temps. Donc là, c'est indirect, mais il y a des entreprises où j'ai été en direct avec les clients, où on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre quel est le vrai besoin de l'utilisateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, en tant qu'informaticiens, on va pouvoir faire pour l'aider au mieux. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se ratent un peu parce qu'elles ne passent pas assez de temps à bien comprendre le besoin de l'utilisateur. Oui, c'est ça, il faut faire attention, il faut bien vérifier ce dont le monde a besoin. Vraiment, je fais quelque chose d'assez large pour apporter des solutions, pour faciliter et innover au quotidien grâce aux nouvelles technologies comme par exemple l'intelligence artificielle. Alors, je te coupe un tout petit peu parce qu'il y a des réactions dans le chat. Donc, merci beaucoup de Nassim d'ailleurs. Il a redonné exactement le déroulé du live. Ça fait plaisir comme ça pour que personne ne soit perdu. C'est vrai qu'il y a des questions, ne vous inquiétez pas, auxquelles on va répondre un peu plus tardivement, comme par exemple son parcours qu'on va voir juste après, ou encore ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Donc n'ayez pas peur à ce niveau-là, on y répond. Je vais voir vos questions. Il y a Lénie aussi qui te pose une question que je voulais te poser, donc ça tombe bien, Lénie, on est connecté. J'allais te demander, du coup, pour ton travail, tu dois faire du code, parce que c'est du code en bas à droite qu'on voit. Oui, tout à fait. On fait du code. Alors, de toute façon, dans tout le monde de la tech, à un moment, il faut savoir coder un peu. En intelligence artificielle, il faut savoir coder pas mal. Ça fait partie des choses importantes. Et après, en fait, la principale différence entre les métiers classiques de développeur et le métier d'intelligence artificielle, c'est que un développeur, il va coder un code qui va directement répondre aux besoins du client. C'est-à-dire, alors, on va peut-être pas parler ZPKey parce que c'est des exemples qui sont plus compliqués à comprendre, mais par exemple, quelqu'un qui coderait une voiture autonome, si jamais on demande à un développeur classique, il va créer une série de règles en disant quand on est sur l'autoroute, faut pas que la voiture elle dépasse 130. Quand on voit un feu rouge, faut qu'elle s'arrête. Quand on voit un stop, elle s'arrête. Puis s'il n'y a pas de voiture à gauche à droite, elle repart. Et nous, en intelligence artificielle, on va développer, on va créer des morceaux de code qui vont pouvoir apprendre par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va créer une base de code qui va pouvoir récupérer des milliers de vidéos et des milliers d'états de milliers de voitures
Ensuite, on va créer un code qui va être capable d'apprendre à partir de ces exemples-là. Et à la fin, on est censé avoir un programme qui est capable de comprendre tout seul qu'il ne faut pas aller à plus de 130 sur l'autoroute. Ok, ouais, c'est passionnant. C'est pour ça que là, on parle énormément, enfin de plus en plus dans l'actualité des premiers bus touristiques autonomes et ce genre de choses. Donc en fait, c'est sous cette base-là d'intelligence qui va pouvoir nous aider aussi à les mettre en marche en fait. Ouais, et en vrai, souvent, c'est hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens qui font de l'intelligence artificielle et plus de développeurs. C'est, par exemple, sur une voiture autonome, on va utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les feux rouges, parce que là, on est très très fort et on sait qu'on aura 100% de résultats justes. Donc, il y a une petite caméra, la caméra, il y a une intelligence artificielle qui a vu des millions de feux rouges dans sa vie et qui peut détecter si le feu est rouge ou vert. Et après, par contre, il va y avoir un ingénieur informaticien qui va être capable de dire, quand on détecte un feu rouge, on s'arrête. Parce que là, on sait que l'intelligence artificielle est un peu moins forte. Par exemple, si elle a été entraînée avec des mauvais conducteurs qui ont grillé des feux rouges, elle pourrait se mettre à griller des feux rouges dans certaines situations. Ah bah bravo, ouais. Mais bon, après, elle deviendrait encore plus humaine au final. C'est ça, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit meilleure qu'un être humain. Ok, très bien. Il y a Kylian qui te demande du coup si le code se fait en anglais. Alors le code c'est des mots-clés anglais, mais en vrai ça on s'en moque un peu parce que il y a 20 mots-clés, donc à un moment tu les apprends dans ta vie et puis c'est terminé, à peu de choses près, et parfois il y a que 10 mots-clés, parfois il y en a 30, mais on s'en moque un petit peu, c'est plus des choses que tu vas apprendre par cœur que de l'anglais en lui-même. Après, dans la plupart des entreprises, comme elles ont des visées internationales, on commente le code en anglais, on le documente en anglais, c'est-à-dire qu'on écrit en anglais qu'est-ce que le code fait et comment il marche pour que les autres personnes qui vont travailler dessus puissent travailler dessus efficacement. Okay. Et est-ce que tu utilises Google Translate de temps en temps? Non, parce que c'est que des phrases simples et c'est tout le temps un peu les mêmes choses que je raconte. Donc pour le coup, c'est de l'anglais que je maîtrise parfaitement. Parce que là-dessus, j'ai pas... Ouais, tout à fait. Il n'y a pas, voilà, ça nécessite pas d'être très très fort en anglais. Quand je dis si la voiture est un feu rouge, elle s'arrête. Bon, même si tu as mal dit en anglais, la personne qui va lire le code, elle va comprendre. C'est pas comme si tu devais t'exprimer en anglais et parler en anglais en direct avec quelqu'un. C'est beaucoup plus facile. Ok, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à ton parcours pour mieux comprendre. On reviendra sur ton métier et sur l'émission lors du cas concret. Donc, alors, ton parcours, tu m'as dit, tu étais un élève moyen, tu as fait un redoublement et tu es allé en bac scientifique. À cette période-là, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Un petit peu, parce que moi en seconde, je codais des jeux sur ma calculatrice. Voilà, donc ça m'amusait. Donc j'avais déjà un peu un attrait pour le code. J'aimais faire du cinéma aussi à côté, et c'est une passion que je continue à avoir, même si j'en ai pas trop travaillé. Ça m'a pas, j'ai pas trop travaillé à travers elle. J'étais un élève moyen, c'est-à-dire que j'étais bon en maths. Parce que j'aimais bien. Je pense que c'est principalement pour ça que j'étais bon. Mais à côté de ça, j'étais un élève moyen. J'ai jamais eu plus de 5 sur 20 en espagnol. J'étais moyen en anglais. J'étais moyen en bio. Et effectivement, en première, j'étais un peu trop moyen. Et du coup, j'ai eu le temps de faire une... Voilà. Mais bon, finalement, après, derrière, je suis passé en terminale. La terminale s'est bien passée. J'ai eu mon bac. J'ai même eu la mention assez bien. J'étais content parce que dans ma classe, tout le monde était persuadé que j'étais mauvais et que j'aurais pas mon bac. Donc, bon, c'est que j'ai un peu été sous-estimé. Ouais, ça montrait un peu l'inverse. Et donc, tu es parti en IUT informatique. Est-ce que c'était par dépit ou au contraire parce que tu t'es dit, ah bah, j'aime bien l'informatique, pourquoi pas aller là-dedans vu que je sais pas quoi faire? Non, c'était pas par dépit. J'aimais bien coder. Ce que je disais, j'avais fait un peu des jeux sur ma calculette, j'avais fait un peu des jeux en ligne sur Internet. Non, je trouvais ça rigolo. Et je me disais, si je vais à la fac, je vais être assis sur un banc dans un amphi à écouter des gens parler. Et j'avais envie de coder. Donc je me suis dit, à l'IUT, je vais avoir un truc plus technique. On va me passer sur des projets plus concrets. Et à ce moment-là, j'avais pas envie de faire d'études longues. Donc je me suis dit, c'est un truc en 2 ans. Je vais arriver au bout et je vais avoir un boulot, ça va être bien. On verra bien. Et pourtant, tu as fait un master et après un doctorat en intelligence artificielle. Donc, juste pour repréciser, on demande dans le chat qu'est-ce qu'un IUT. Un IUT, du coup, c'est un institut universitaire de technologie, si je ne dis pas de bêtises. Globalement, qu'est-ce qui va changer d'un IUT avec la fac, par exemple? Alors, dans un IUT, on est beaucoup moins nombreux, c'est-à-dire ça va être des classes qui vont faire une
30 de personnes, il me semble, quand j'y étais. Je sais pas à quel point ça a évolué depuis. Ça va être plus concret, c'est-à-dire le but d'un IUT, c'est qu'en 2 ans, tu sois formé. Enfin, quand j'y étais, c'était qu'en 2 ans, on soit formé à rentrer dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, maintenant, il me semble qu'on conseille très très fortement de faire les licences pro derrière pour avoir au moins un bac+3. Mais à mon époque, c'était un peu la promesse de l'IUT, c'était de dire, on vous forme pas à très haut niveau, manager, mais au bout de 2 ans, vous rentrez dans le monde du travail avec un bagage qui vous permet de commencer à travailler instantanément à la sortie. Donc c'est forcément beaucoup plus technique et beaucoup moins théorique parce qu'il faut aller beaucoup plus vite. Ok, bah oui, forcément. D'accord, bah merci pour cette petite explication. Donc, le doctorat aussi en intelligence artificielle, on sent que tu as découvert ça un peu durant tes études et qu'au final, ça t'a permis de t'accrocher un peu plus longtemps à tes études et aimer. Et après, comment ça s'est passé sur le marché du travail? Est-ce que c'est vraiment un métier qui recrute bien? Est-ce que tu as eu du mal à trouver? Qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver développeur? Alors, ouais, donc effectivement, donc je vais revenir juste un tout petit peu sur les études. Donc effectivement, après l'UT, on m'a dit que ça allait un peu dur de trouver du boulot à ce moment-là. Donc effectivement, je suis parti en licence. Là, j'ai vu que la partie théorique, finalement, être assis dans un amphi, c'était intéressant parce que il y avait des profs super cool. Bon, il y a des profs moins intéressants aussi, mais au global, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est ça qui m'a poussé effectivement à aller dans le doctorat en intelligence artificielle. Après, effectivement, du coup, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Globalement, dans les métiers de la technologie, ça recrute énormément. Ça recrute énormément et avec un bac+5, il n'y a aucun problème pour trouver du travail aujourd'hui. Donc, et limite, le doctorat, au début, était plutôt un frein. C'est-à-dire que il y a plusieurs fois, les entreprises m'ont regardé de travers en disant, mais pourquoi faire un bac+8, etc. Mais finalement, ça m'a aussi ouvert des postes qui étaient plus intéressants. Donc, je suis très, très content de l'avoir fait. Ok, au moins, tu vas pouvoir peut-être inspirer les gens dans le chat. C'est ça. Mais on verra. Après, le doctorat, c'est vraiment une question d'envie, quoi. C'est très très dur. Faut y aller que si on a très envie d'y aller. C'est ça. Faut pas le faire juste parce qu'on se dit tiens, ça va nous rajouter des années de plus d'études. Non, c'est vraiment faut être passionné et puis il faut avoir un but. C'est vrai. Si on n'a pas de but quand on travaille, c'est plus compliqué. Et donc, alors à la suite, tu es devenu développeur, tu as fait directeur technique et enfin ingénieur des recherches aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les différences? Si tu peux revenir rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps et il y a encore le reste de la présentation, mais juste pour nous expliquer très globalement, même si c'est en grand global, ce que c'est les différents postes. Un développeur, effectivement, on va coder des choses. Donc, on peut coder des choses qui s'affichent sur un écran ou on peut coder des formes de logique que l'utilisateur ne voit pas directement, mais qui aident à afficher les bonnes choses sur un écran. On peut coder des voitures autonomes, on peut faire plein de choses, mais c'est vraiment faire du code. Après avoir été développeur, je suis passé directeur technique. Donc là, effectivement, j'avais de la responsabilité de gérer des équipes, donc séparer un groupe de développeurs en plusieurs équipes et faire en sorte que les équipes interagissent bien les unes avec les autres pour que le produit final sorte bien et interagir de l'autre côté, effectivement, à la fois avec le patron de la boîte, avec les clients de la boîte pour arriver à bien comprendre les besoins de l'entreprise et bien comprendre les besoins des clients et faire en sorte que ce que fasse l'équipe technique corresponde bien aux attentes de l'autre côté. Bien sûr. Et voilà. Et effectivement, moi, j'étais ingénieur de recherche, et donc là, c'est là où effectivement j'ai le plus utilisé ce que j'ai appris pendant ma thèse, parce que l'objectif, en gros, c'est de faire de la recherche appliquée dans une entreprise. Donc, tant qu'on code, la plupart du temps, on sait à peu près où on va. Quand on fait de la recherche, c'est d'un coup, on se dit, on essaie de faire quelque chose que personne n'a réussi à faire complètement avant ou faire exactement comme on voudrait. Et donc là, on teste des choses où on ne sait pas à l'avance si ça va marcher. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et donc là, sans ma thèse, par exemple, je pense que j'aurais vraiment eu du mal sur ce poste-là. Ok, très bien. Merci pour ces explications. Et je te propose qu'on passe un petit peu à la suite, donc pour être sûr d'avoir bien compris ton métier, donc avec un cas concret. Là, tout à l'heure, on me redemandait tes missions de travail. Donc là, justement, quelle mission? Créer une technologie pour la reconnaissance des produits. Donc, on l'a vu, pour justement scanner les rayons qui nous intéressent, comme tu nous l'as pris avec l'exemple notamment d'un soda, donc mettons Coca-Cola, que les personnes vont pouvoir se déplacer, prendre en photo le rayon. L'intelligence artificielle que tu auras développé avec tes équipes va permettre de reconnaître et d'identifier les prix et les produits
pour ensuite permettre aux personnes de traiter toutes ces informations beaucoup plus vite. Donc, les problèmes que tu vas rencontrer, c'est l'interaction inter-équipe, les logiciels complexes et le travail en équipe. Donc, je sens qu'équipe, ça revient souvent. Qu'est-ce que tu entends par là? Déjà, vous êtes combien à travailler là-dessus? Alors, au sein d'EasyPicky, on doit être une quarantaine de personnes en tout. L'équipe technique au sens large, on doit être une vingtaine, donc on doit représenter à peu près la moitié de l'entreprise. Et l'équipe intelligence artificielle, on est 5. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc tout ce beau monde, il faut que tout le monde arrive à coopérer, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup de moments où c'est des interactions pour réfléchir à comment on fait pour interagir avec les autres et comment on fait pour qu'à la fin, il y ait un produit qui soit livrable. C'est-à-dire que nous, mon équipe, on est responsable de la partie intelligence artificielle, mais il y a aussi une équipe qui va faire l'application, qui va faire en sorte que l'utilisateur un outil facile au quotidien pour s'en sortir. Il y a toute une équipe qui va faire de l'ingénierie derrière, à la fois pour permettre de constituer les bases de données pour l'entraînement, pour fournir l'ensemble des données qui intéressent le client au client, synthétiser cette donnée-là, etc. Donc ça, c'est pour les équipes techniques. Après, il va y avoir une équipe qui va vraiment être responsable de préparer les données pour entraîner l'intelligence artificielle. Il y a une équipe commerciale, il y a une équipe marketing. Et effectivement, il faut synchroniser tout ce beau monde. Oui, c'est ça, c'est pas si simple, il faut chapeauter tout le monde. Donc les solutions, comprendre les besoins de l'entreprise et collaborer forcément pour que tout le monde puisse entendre chaque information et ne se sente pas un peu laissé pour compte. Donc il y a une question de Mathis dans le chat qui vient d'arriver qui te demande quels sont tes horaires? Quels sont mes horaires? Alors, sur le papier, je fais 9h-18h, mais comme je suis cadre, je suis en horaire libre et en vrai, personne ne surveille mes horaires. C'est ça, donc cadre, je veux bien qu'on le réexplique un petit peu. Ça veut dire quoi être cadre dans une entreprise? En gros, ça veut dire qu'on a un statut d'encadrement, mais plusieurs fois, j'ai été considéré comme cadre sans avoir de personne à encadrer. Mais ça veut dire qu'on est considéré comme étant autonome et donc, entre autres, que personne ne surveille nos horaires. C'est ça. Et du coup, il faut un peu plus fédérer son équipe et malheureusement, parfois, on en vient à faire des heures supplémentaires. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est que quand il y a des moments où c'est un peu calme ou quand il y a des moments où on a une urgence personnelle, on peut arriver une demi-heure plus tard. Et quand il y a un truc à livrer et que le client il l'attend et qu'il est 18h, mais qu'il faut quand même le livrer, il y a des fois on finit plus tard aussi. Donc voilà, ça va dépendre. Et après, c'est pareil de toutes mes expériences. Selon les entreprises, il y a des entreprises dans lesquelles ça s'est très très bien passé et où en moyenne, j'ai pas fait spécialement d'heures sup. Par exemple, à EasyPicky, je fais très rarement plus de 40 heures par semaine et il y a des semaines où j'en fais plutôt moins, donc ça se passe assez bien. Et c'est vrai qu'il y a eu d'autres entreprises où j'ai eu beaucoup plus de pression et où j'ai fait pas mal d'heures sup. Donc ça va vraiment dépendre d'où on atterrit. Ok, très bien. Bon, merci pour ton honnêteté. Et on va passer justement à ce que tu préfères, à ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Il y a d'autres questions que j'ai vues dans le chat, ne vous inquiétez pas, je les ai notées pour tout à l'heure. Alors du coup, pour ce que tu préfères, tu nous as dit trouver des solutions précises aux problèmes et la diversité de mon métier. Est-ce que tu veux un peu nous commenter ça? Ouais, moi, je pense que j'ai un esprit analytique, j'aime bien analyser, j'aime bien regarder ce qui se passe et j'aime bien me demander comment on peut faire pour améliorer les choses. Il n'y a rien qui m'énerve plus qu'une administration où je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique en face et je me dis il suffirait d'écrire un processus qui permettrait que ça marche mieux. Et l'informatique, c'est la même chose, mais on écrit le processus sous forme de code pour fluidifier les choses. Et du coup, ouais, vraiment analyser des problèmes humains, donc pas forcément que des problèmes techniques, mais vraiment regarder un métier en me disant s'il travaille un peu différemment ça pourrait se passer mieux. En restauration là il se marche sur les pieds, il y a un endroit il y a personne, peut-être que s'il s'organisait différemment ça marcherait mieux, etc. Donc en fait ton cerveau il est tout le temps plein d'ébullitions dans toutes les situations de la vie. Ouais, j'ai un cerveau très très analytique et voilà. Et du coup effectivement c'est ça. Moi mon métier d'informaticien c'est ça, c'est analyser les choses et proposer des solutions sous forme technique et sous forme d'outils informatiques en fait. Et l'autre chose que j'aime bien, effectivement, c'est la diversité de mon métier, c'est-à-dire que
le fait qu'il y ait il y a vraiment énormément de travail autour des domaines de l'informatique, c'est très facile de trouver du travail et c'est assez culturellement ouvert, c'est-à-dire que il y a une année, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir avec l'informatique et on m'en a pas trop tenu rigueur sur mon CV, donc ça permet effectivement à des personnes qui ont des parcours un peu particuliers d'arriver à quand même trouver du travail, ce qui est assez cool. Et du coup, ça permet aussi, quand on en a marre d'un travail, parce qu'on connaît trop bien le domaine, etc., de pouvoir changer assez facilement de travail. Et ça, c'est un des points de vue de la diversité, c'est-à-dire que là, en ce moment, je travaille pour une entreprise qui fait du retail pour les supermarchés, mais avant, j'ai fait des tables connectées, donc pour la restauration, justement, j'en parlais un peu. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur de recherche dans des endroits où il n'y avait pas de clients directs, mais on travaillait vraiment sur des tâches très fondamentales autour de la traduction, de la recherche de mots-clés, etc. J'ai pu travailler avec des gens qui faisaient de la numérisation de documents administratifs. Enfin, j'ai fait plein de choses. Très très différents et à chaque fois c'était super intéressant. Et après c'est pareil, même d'un point de vue technologique, en ce moment je fais de l'intelligence artificielle, il y a des moments j'ai fait purement du développement, il y a des moments j'ai eu un poste purement managérial, il y a des moments j'ai vraiment fait de la recherche et mes missions au quotidien effectivement d'une année sur l'autre c'est pas les mêmes. Ça c'est bien ça. Ça c'est vraiment bien. Je pense que ça m'aurait vraiment énervé de faire 40 ans de carrière à faire la même chose. Non, c'est sûr. Ok, très bien. Et dans ce que tu aimes un peu moins, tu nous as dit réussir à expliquer ce que je fais. En fait, c'est un petit peu ce que tu es en train de nous faire aujourd'hui et t'aimes pas ce que tu fais. C'est c'est effectivement, ça arrive un peu moins maintenant, mais pendant très longtemps, quand j'arrivais dans des soirées où je discutais avec des personnes que je connaissais pas trop dans des bars, dès que je dis que j'étais informaticien, les gens ils disaient c'est quelqu'un, il est bizarre, il va coder sur son ordinateur, il fait forcément un truc chiant, et la conversation s'arrêtait de manière assez nette, et je trouvais ça super désagréable. Et petit à petit, je pense que j'arrive mieux à l'expliquer, et souvent effectivement je commence pas en disant que je suis informaticien parce que j'ai un peu encore ces réactions-là par moment, donc je commence à dire que je fais de l'intelligence artificielle, etc. Et à ce moment-là, effectivement, la personne elle fait ChatGPT, etc. Et j'arrive à parler de trucs que je fais et quand même arriver à intéresser la personne à mon métier. Ok, écoute, merci. Il y a pas mal de questions dans le chat. Donc alors, on a déjà une question de Mathis qui te demande, est-ce que tu peux faire du télétravail? Oui. Alors, en vrai, là, c'est pareil. Ça dépend pas du métier, ça dépend vraiment de l'entreprise qui t'embauche. Là, par exemple, avec ZPKey, on me demande d'être sur place 1 jour par semaine. Mais en vrai, moi, je dis en 2 jours parce que j'aime bien discuter avec les collègues, en fait. Le télétravail, c'est bien, mais j'ai pas forcément envie d'en faire tous les jours. Avant, j'ai été dans une entreprise où mon chef faisait le tour du monde. Donc, de toute façon, comme lui, il n'était pas là, tout le monde avait le droit d'être en full télétravail. Et donc, il y avait des matins, j'arrivais sur le chat, il disait « Ouais, je suis au Sri Lanka ». Puis, 1 mois plus tard, il disait « Ouais, voilà, là, en ce moment, le Sri Lanka, c'est un peu compliqué, etc. Je suis parti en Biélorussie, puis après, il était en Turquie, etc. » Puis, de temps en temps, il passait en France et je le voyais en vrai, on discutait. Donc, non, c'est des métiers où, quand l'entreprise est ouverte, ça peut être super ouvert au télétravail. Ok, trop bien. C'est vrai que c'est quand même cool parce qu'on peut avoir des petits bouts du monde comme ça, des petites informations pour les prochains voyages. C'est sympa. Une autre question, là, tu es libre d'y répondre si tu veux ou non. Il y a Bowen qui te demande, peut-il donner une fourchette de salaire pour un débutant? Est-ce que tu as une idée? Parce que je sais que après, au pire des cas, il y a des grilles de salaire qui existent sur Internet, mais... Ouais. Non, puis c'est dur parce que moi, aujourd'hui, je sais pas combien gagne un débutant, mais moi, sur mon premier boulot dans le privé, j'étais à 1 600 € net par mois. Ok. Et au bout d'1 an, donc très très vite, j'étais monté à 2 000 net par mois. D'accord. Parce qu'effectivement, en vrai, ce qui se passe, en fait, c'est que pour moi, le salaire, ça n'a jamais été le truc le plus important. J'ai toujours préféré un boulot où je m'amusais dans mon travail. Mais ce qui se passe, c'est qu'assez vite, au sein d'une entreprise, on devient complètement nécessaire. C'est-à-dire que un informaticien qui part, c'est pas on le remplace par un autre informaticien. Parce qu'au bout d'un moment, on comprend. On a une très très bonne connaissance de l'entreprise, des problématiques clients, de la base de code, etc. Donc les entreprises ont super intérêt à nous garder, à nous fédérer. Et en même temps, on est dans un endroit où il n'y a pas assez d'informaticiens. Donc, je peux pas connaître les fourchettes exactes de salaire, mais globalement, les salaires sont plutôt bons. Voilà.
Ok, bon bah merci, au moins ça nous aide à y voir un peu plus clair et je te propose qu'on passe à la suite justement. Avec les clichés anecdotes, tu nous as dit grâce à mes études, j'ai pu travailler sur une série télé. Alors voilà, j'ai dû garder un petit peu la surprise jusqu'à la fin, la cerise sur le gâteau on va dire. Est-ce que tu veux nous expliquer cette anecdote parce que tu nous as parlé très brièvement durant tes études que tu étais passionné aussi de cinéma. Oui, effectivement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai entendu parler d'une boîte sur Montpellier, donc là où je travaillais, qui préparait une série sur l'histoire des sciences. Et bon, c'était une entreprise qui fait des séries pour Arte, donc qui avait fait Point de repère, qui est une série d'histoire qui est super cool. Moi, je vous invite à la regarder pour ceux qui aiment bien. C'est des vidéos de 25 minutes qui sont vraiment super pédagogiques et qui sont présentés comme de la fiction, donc il y a vraiment un rythme très très fun. Et donc là, ils préparaient une série sur l'histoire des sciences, et donc ils avaient besoin de quelqu'un qui soit responsable du contenu scientifique pour vérifier que tout ce qui était dit en science était juste. Et en fait, ils allaient faire 13 épisodes sur 13 sujets complètement différents. Donc il y avait de la physique quantique, de la biologie, de la médecine, de la physique classique, des mathématiques, etc. Donc ils pouvaient pas prendre quelqu'un qui était expert d'un des domaines. Et donc moi j'ai dit, moi j'ai un doctorat pendant 4 ans, j'ai appris à prendre très très vite des choses. Donc si vous voulez, je peux faire ça. Et donc ils m'ont pris effectivement, et pendant 1 an, j'ai travaillé dans un contexte complètement différent. J'étais avec des graphistes, avec des gens comme ça, et j'étais là à leur expliquer la physique quantique et faire en sorte que les images qu'ils préparaient soient justes. Mais là, on revient en plus avec ton souci dont tu nous expliquais que des fois, c'est difficile d'expliquer quel est ton métier. Donc là, tu me parles de physique quantique, etc. C'était pas compliqué pour essayer de vulgariser un petit peu pour les personnes avec qui tu travaillais pour qu'elles comprennent plus facilement? Si, mais si, à chaque fois, forcément c'est compliqué, mais c'est un défi super intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça super cool. Ok, non, trop bien. Bon, au moins, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dès qu'il y a quelqu'un qui comprend pas ton métier, tu lui montres maintenant de le métier parce que maintenant, on comprend beaucoup mieux. J'espère. Trop bien. En tout cas, ouais, on comprend mieux. Donc, je vous invite à poser des questions pour les derniers. J'ai des questions qui sont arrivées, mais c'est vrai que j'ai pas pu tout lire, vu que tout est allé un petit peu rapidement. Donc, n'hésitez pas, c'est la dernière ligne droite. Il reste quelques minutes encore avec Guillaume avant de se quitter. Et justement, Guillaume, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Difficile. Je sais pas. En fait, moi, j'aime beaucoup mon métier. Je pense que c'est... Enfin, j'ai entendu la question salaire. L'informatique et l'intelligence artificielle, c'est des métiers très, très particuliers. Je pense pas qu'il faille y aller pour le salaire. Après, si vous y allez, il y aura pas de problème de salaire, vous gagnerez suffisamment, etc. Mais c'est des métiers qu'on peut aimer ou pas du tout aimer. Moi, j'aime beaucoup. Et je vous encourage à tester en fait, et puis effectivement tester, essayer de faire un peu de code, essayer de regarder un peu comment ça marche. Et si ça vous plaît, foncez parce que c'est vraiment cool. Et si ça vous plaît pas, ne vous forcez pas à aller par là parce qu'il y a du métier et des bons salaires, parce que les gens qui y vont à reculons, ils sont pas heureux non plus. Donc c'est vraiment, faut vraiment vous poser la question de faire ce que vous aimez. Voilà. Mais totalement, mais je te rejoins totalement sur ce point. Alors, on a une question de quelqu'un qui te demande comment est-ce qu'on peut apprendre le codage tout seul? Pour commencer, en tout cas, j'imagine. Ouais, alors moi j'avais commencé quand j'étais autour de la seconde, je pense, sur le site du Zéro. Je pense que ça existe encore. Ça peut s'appeler Open Classroom maintenant. Et effectivement, il y avait des tutoriels pour faire des mini-jeux de A à Z dans différents langages. Et moi, j'avais commencé un peu comme ça. Et puis, effectivement, moi, ce que j'aimais bien, c'était les jeux. Donc, je connais plutôt des jeux. Et j'avais du mal à suivre un tutoriel de A à Z parce qu'au bout d'un moment, j'avais envie effectivement de tester un peu autre chose, de prendre un peu un chemin de traverse pour voir si j'ai bien compris. Et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et en vrai, ouais, ça vaut le coup de commencer à apprendre dans son coin, de tester, de faire des petits programmes, quoi que ce soit. Et après, le mieux du mieux, c'est quand même de finir par faire des études dans le domaine. D'accord. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, on a aussi une question de Liam qui te demande quelles sont selon toi les compétences principales pour faire ton métier?
Alors en vrai, moi j'étais bon en maths, mais je pense pas que ça soit un prérequis fort parce que je connais des gens qui étaient pas très bons en maths et qui ont été des très très bons développeurs derrière. Donc je pense que le plus important c'est un esprit logique et analytique, c'est-à-dire être capable effectivement de se poser face à un problème. Quelque chose qui est rarement dit, mais c'est la patience. C'est-à-dire que régulièrement, on va être bloqué plusieurs heures sur la même chose, on va pas comprendre. Et ben, au bout de 3 heures, faut pas en avoir marre, il faut continuer à rester calme, rester posé et voilà, faire preuve de patience et persévérance. Et après, effectivement, il y a vraiment le côté social, c'est-à-dire être capable de travailler en équipe, aller discuter avec les autres équipes, parce que dans les entreprises où les informaticiens ne discutent pas avec l'équipe commerciale, ça se passe pas bien. Et voilà. Non, je pense que c'est les trois choses, logique, patience et sociabilité. D'accord, très bien. On a une autre question où là, elle vient de partir, je l'avais notée. Ah oui, c'est ça. On te demande, il y a Timéo qui te demande quelles sont... Ah non, pardon. Non, oui, pardon. Il y a une question intéressante, ça y est, je me retrouve dans mes notes. Qui te demande, as-tu déjà eu un moment de regret où tu te dis que tu n'aurais pas dû choisir ce métier? Ouais, il y a des moments. Passé par le doute, ouais. Ouais, il y a des moments où je passe par le doute. Et la plupart du temps, quand le doute il reste trop longtemps, je change d'entreprise et ça va mieux. Donc, c'est que peut-être c'était pas le métier qui était pas bon, mais l'entreprise dans laquelle j'avais atterri. Ça, c'est vrai que tu soulèves un point très important. L'entreprise et l'espace de travail, nos collègues aussi, notre mission, ce qu'on fait au quotidien, ça influence énormément. Et en fonction des entreprises, ça change de tout au tout. Bon, pour ouvrir un peu le débat, il y a Luca qui nous dit moi, je pense qu'il faut faire un métier qui rapporte beaucoup pour justement faire ce que l'on aime, comme les loisirs et voyager. Bon, ça ouvre un peu le débat, mais c'est vrai que Luca, quand tu travailles dans un métier qu'au final tu n'aimes pas ou tu as très peu d'intérêt pour, tu n'es pas vraiment content, tu n'es pas vraiment heureux. Donc, après, chacun pense comme il le souhaite aussi. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions au dernier moment, parce qu'il y a énormément de commentaires. Tac, tac, oulala, il y en a plein. Oui, on te demande quel langage tu utilises au niveau du code. Alors, en ce moment, je fais du Python et du C++, mais en vrai, j'ai traversé énormément de langages. J'ai fait du JavaScript, j'ai fait du TypeScript, j'ai fait du PHP, j'ai fait du Java. Wow. Donc, selon les endroits où on passe, selon les entreprises, les besoins sont différents. Mais une fois de plus, le langage, c'est pas très important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise bien la logique qu'il y a derrière le code, apprendre un nouveau langage, c'est assez facile. Ok, bah écoute, merci. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que tu as passé un bon moment, Guillaume? Oui, très bon. Oui, oh, il y a eu une petite hésitation, non? Non, ah non, pas du tout. Pas du tout. Je rigole. Donc très bien, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, tu es bienvenue pour revenir parler de ton métier sur MyFuture. J'ai appris plein de choses, j'ai bien compris ton métier, je suis contente parce que c'est vrai quand j'ai vu le titre au début, enfin l'intitulé de ton métier, je me suis dit oh là là, ça va être compliqué. En fait, pas tant que ça quand c'est bien expliqué. Donc merci à toi d'avoir fait l'effort. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce live métier. On se retrouve dans quelques instants pour une visite virtuelle des locaux de Mickey Mouse Studio. Donc là, on a parlé notamment avec Guillaume le fait qu'il avait pu aider à une série télé à avoir un petit peu des informations en plus pour pouvoir se développer. Bah justement, avec Mickey Mouse Studio, c'est une équipe aussi de graphiques qui fait par exemple, vous savez, dans les documentaires, quand il y a des reconstitutions historiques ou des reconstitutions avec des dinosaures, par exemple, ils en ont fait. Donc, vous allez découvrir tout à l'heure quand on ira se rendre dans leurs locaux. Donc, je vous laisse en petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la visite virtuelle.